Il y a des hommes qui entrent dans l'histoire le poing lève, entour de scandales, d'amour tapageuses et de drames qui s'écrivent tout seuls. Et puis, il y a Robert Bordan. Visage calme, moustache posée avec soin, diction mesurée. On croirait une photographie sépia qui ne bouge pas. Erreur. Derrière cette immobilité de granit, il y a une époque qui explose, un pays qui se cherche, une ville qui brûle littéralement, et un couple qui traverse la tourmente bras dessus, bras dessous. Voilà le contraste qui accroche, la tempête mondiale, portée par un homme réputé pour sa tenue. Et si, justement, c'était cette tenue, dans le pouvoir comme dans l'intime, qui donnait au récit sa tension électrique. Halifax, fin de 19e siècle. Le port est une bouche d'acier qui avale et recrache le monde. On y entend le choc des ancres, le cri des mouettes, les rumeurs des derniers paquebots. Dans une rue un peu en retrait, un jeune avocat à la silhouette droite, Robert Laird Bordan, avance d'un pas régulier, ce pas qui deviendra sa marque, obstine, presque silencieux. Il n'a pas fait d'études longues, autodidacte, forme à la hussarde dans un cabinet, admis au barreau de Nouvelle-Écosse en 1878. Il grimpe par le travail pur, par la discipline carrée, jusqu'à se hisser à la tête d'un cabinet qui attire les plus gros dossiers. Des maritimes, banques, téléphones, compagnies de vapeur. Au moment où il se sent enfin solidement établi, ses finances garanties, il se marie, 25 septembre 1889, avec une jeune femme de Halifax, Laura Bond, fille d'un marchand de quincaillerie prospère, organiste à l'église, présence claire et assurée. Ils n'auront pas d'enfants. Cette donnée-là, toute simple, n'en sera que plus décisive pour la suite, elle scelle un binôme qui reportera toute son énergie vers le dehors, vers le service, vers l'idée qu'on se fait d'un pays en train de naître. Cet homme que la postérité rangera parmi les juristes devenus chefs d'État, n'aimait ni les slogans, ni les postures. Il aimait les phrases solides, construites mot après mot, comme on pose des pierres. Ses adversaires politiques le disent terne, ses amis, sûrs. Ceux qui l'observent de près notent autre chose, une endurance presque minérale, une capacité à absorber la pression sans rien laisser déborder. Dans un pays où la parole enflammée a souvent fait carrière, Bordan est l'anti-héros flamboyant, et c'est précisément ce qui va le rendre indispensable quand tout vacillera. Car voici la scène qui, des années plus tard, saisira à la gorge même les plus blases, un 6 décembre 1917, à Halifax, la ville natale. Une déflagration blanche, totale, fend le ciel, des wagons s'envolent comme des allumettes, la neige se mêle à la poussière de verre, et l'air prend l'odeur âcre du métal brûle. C'est la plus grande catastrophe domestique de l'histoire du Canada, près de 1800 morts, des milliers de blesses. Et, à Ottawa, Bordan, déjà Premier ministre, promet que l'État reconstruira le port et soignera ses gens jusqu'au dernier. La phrase est sans emphase, mais elle est tenue, et derrière, une commission de secours, des millions valous, une lente réparation. Le pays voit alors ce que peut une volonté froide. Mais n'allons pas trop vite, avant la foudre, il y a eu la rencontre. On ne sait pas exactement quand Robert croise Laura pour la première fois, les sources évoquent l'église anglicane Saint-Paul, elle. À l'orgue, lui fidèle de l'Assemblée, et une cour qui aurait commencé durant l'été 1886. Tout sonne modestement, sans roman feuilleton, et pourtant quelque chose d'essentiel se décide là, une femme de tête, vite engagée. Dans les œuvres et les réseaux féminins de la ville, présidente du Local Council of Women of Halifax jusqu'en 1901, puis à la manœuvre. Dans diverses associations, qui, loin de n'être qu'un épouse de, bâtit sa propre autorité. Un homme, lui, qui veut servir par le droit, puis par la politique, et qui trouve en elle non pas une ombre, mais une partenaire. Deux solitudes organisées se soudent, sans enfants pour détourner l'énergie, une alliance publique se prépare. On peut presque visualiser la scène, l'odeur de cire à l'église, le clavier sous les doigts de Laura accord tenu, pédales appuyées. Et ce regard de Bordan, un peu de billet, qui jauge plus qu'il ne séduit. Laura, elle, comprend très vite la logique de cet homme, il ne promet pas, il accomplit, il n'explose jamais, mais il avance, étage après étage. Quand il achète, en 1894, une grande propriété sur Quimpool Road, baptisée Pinehurst, quand il passe des aides en Europe au début des années 1890, quand la carrière d'avocat se transforme en lancement national avec l'entrée en politique, Laura est déjà le pivot. Discrète et ferme, l'agenda vivant, la médiatrice souriante en salon où l'on aime les conversations longues et les appuis utiles.
Leurs lettres, quand on les retrouve, ne racontent pas la fureur d'un grand amour romanesque, elles disent l'estime, l'humour sec, l'attention. Et cela suffit à créer cette atmosphère si particulière, une calme intensité, qui sera la griffe des années de guerre. Et les femmes, alors? Les amours secrètes, les liaisons, les intrigues. La question plane toujours quand on parle d'hommes d'État. Ici, il faut regarder la vérité en face, les biographies de référence, celles, méticuleuses, de Robert Craig Brown, les notices du dictionnaire biographique du Canada, les synthèses de Britannica ne mentionnent aucune maîtresse, aucun scandale prive, aucun enfant cache. Rien. Ni murmure crédible, ni correspondance brûlante exhumée. Le couple Bordant n'est pas un duo à la manière des hôtels de l'Avenue du Bois, pas de demi-mondaine identifiée, pas d'alcôve. Politique transformée en chantage. Est-ce que cela signifie qu'il n'y eut jamais d'attirance, de tentation, d'ombre? On ne peut pas jurer l'invisible. Mais ce que l'historien peut affirmer, c'est l'absence de preuves et de récits consistants. Et, déjà, ce silence-là est une donnée dramatique, dans un temps où tant de vies publiques sont de cristal fendu, celle-ci tient. C'est presque plus surprenant qu'un scandale. Alors, pour raconter ces relations avec les femmes, il faut peut-être déplacer la caméra. D'un côté, Laura, partenaire, pilote social, interlocutrice écoutée des réseaux féminins. De l'autre, des femmes par milliers, que Bordon ne rencontre pas à dîner mais dans l'arène de la loi, les Canadiennes qui verront. Sous son gouvernement, un pas majeur vers le droit de vote, un pas encore imparfait, certes, en tâche de calcul de guerre, War Team. Élection Act, 1917, qui donne le vote aux proches de soldats mais le retire à certaines catégories des étrangers ennemis, puis les extensions de 1918-1919. Ce n'est pas une romance, c'est un bras de levier politique qui bascule la place des femmes dans la cite. On peut en débattre, en critiquer les arrière-pensées, on le doit même, mais on ne peut nier que, dans le récit des relations de Bordant avec les femmes, cette mesure, pragmatique et ambiguë, fait date. Et le paradoxe s'affiche crûment, l'homme réputé le moins roman de sa génération signe une bascule historique de l'intime vert. Le public, de la cuisine au scrutin. Voilà la matière d'une tension dramatique, le pouvoir qui agite l'intérieur des foyers sans jamais hausser la voix. Revenons aux années d'avant-guerre, aux soirées où on parle bas et où l'on tisse des fidélités. Ottawa n'est pas seulement un parlement, c'est une topographie de salons, de regards, d'exclusion. On y vit de codes, qui reçoit qui ferme sa porte. Les chroniques murmurent comment tel couple a été rai d'un salon pour mariage juge inconvenant, comment telle dame a été tenue à distance de rideau haut. Dans ce milieu vif, Laura n'est pas un bibelot, elle présidait, organise, tire des fils entre associations, donne le là en matière d'œuvre. First Lady, dirait-on aujourd'hui? Le Canada n'utilise pas ce titre-là, mais la fonction sociale existe bel et bien. Et c'est elle, souvent, qui rend dissibles les décisions de son mari, qui amortit, qui explique sans expliquer. Ce n'est pas de la mondanité, c'est de la politique lente, par capillarité. Halifax encore, on l'imagine, un soir, la brume collée au port, la lueur des réverbères posés sur les flaques. Robert et Laura sortent d'une réunion du Council of Women. Elle a parlé d'un projet d'échange de travaux manuels pour aider des veuves, lui a promis de trouver des dons auprès d'un banquier qu'il connaît. Il marche sans se presser, sans geste grandiose. Deux silhouettes. Ce qui tient ces deux-là, ce n'est pas un feu d'artifice, c'est une corde de chanvre solide, rugueuse, qui ne casse pas. Et, dans cette cordée, la politique n'est pas séparée de l'intime, elle le traverse, le sculpte, lui donne parfois une dureté qu'on confondrait avec de la froideur. Il y a des images qui, même sans archives, s'imposent par la logique des lieux. Dans les êtes 1891 et 1893, le couple prend le large, l'Angleterre, l'Europe, cette façon d'ouvrir les poumons et les yeux sur des capitales qui, à l'époque, sont autant d'écoles. On ne rapporte pas seulement des souvenirs, mais des manières, le goût de la ponctualité, la précision des dossiers, la tenue des repas où l'on décide des choses sérieuses après le dessert. À Pinehurst, la maison qu'il baptise avec une affection très britannique, on reçoit sobrement. Ce n'est pas à grande orgie politique des rivalités, c'est la ferme hospitalité d'un couple qui s'est écouté. Plus tard, à Ottawa, la même note, une table frugale, des échanges droits, quelques amis sûrs. C'est peu spectaculaire, et pourtant,
c'est là que s'élaborait une armature de confiance qui deviendra capitale quand, en 1911, les clés du pays tomberont dans les mains de Bordand. On peut trouver cela non romanesque. On aurait tort. Le romanesque, ici, s'insinue par le contraste. Imaginez l'avant-guerre, les journaux adorent les champions de tribune, les duellistes de petites phrases. Bordand, lui, ne donne aucune prise aux caricatures faciles. Pas de maîtresse fameuse qui se glisse dans les colonnes à faveur d'un bal, pas de télégramme intercept, pas de billets en flammes. Qu'on retrouverait dans un tiroir. Au lieu de cela, une routine dure, une façon de ne jamais se dérober et de tout porter sans plainte, la conscription, qui coupera le pays en deux, la censure, l'économie de guerre, les morts sans portrait. C'est Léviathan sans lyrisme. Et face à ce poids, il y a l'aura, qui veille, parle à ceux qu'il ne peut pas voir, prend la température des sacs, explique aux femmes ce que les hommes ne veulent pas dire à voix haute. Quand on veut chercher les femmes de Bordand, on trouve donc surtout cette femme-là, et, derrière elle, la marée d'électrices qui, pas à pas, franchissent la ligne du prive. Si vous cherchez le scandale, vous ne trouverez que l'époque elle-même, c'est elle, la maîtresse assourdissante. Le film, maintenant, ralentit. On cadre un bureau, un pupitre lourd, une lampe, des lettres rangées au cordeau. Bordand écrit beaucoup, pour mémoire et pour principe. Ceux qui ont feuilleté ses correspondances le savent, pas de transports sentimentaux, mais une écriture qui clarifie. Dans cette prose sèche, on lit parfois une mélancolie contenue, la lucidité de quelqu'un qui sait qu'il ne sera jamais un héros photogénique. Et qui accepte ce roi ingrat, être l'homme de l'effort, du coup, du lendemain qui compte les pertes. Cette mélancolie, dite ou tue, habite aussi l'intime du couple. Pas d'enfants, pas de cris, pas de courses dans les couloirs. À la place, deux personnes qui remplissent leur journée de tâches utiles, et le soir, parfois, une fatigue qui ressemble au silence. C'est une autre façon d'aimer, par le faire, plus que par le dire. Alors où est la montée de tension dont je vous parlais? Elle arrive, inévitable, quand la guerre s'abat, quand Halifax explose, quand les urnes deviennent des volcans, quand les femmes de soldats exigent qu'on entende leur voix, quand les communautés francophones crient à l'injustice conscriptionnelle, quand l'Empire lui-même vacille au rythme des télégrammes de Londres. Dans cette géographie en flammes, l'histoire privée de Bordand ne se dissout pas, elle s'affirme. L'aura devient le baromètre discret dans les tempêtes, la preuve vivante que, pour gouverner les vivants, il faut comprendre la vie. Et si l'intrigue n'est pas une liaison secrète dans une chambre d'hôtel, c'en est une autre, l'intrigue lente entre le pouvoir et celle qui n'en avait pas, l'intrigue de la voix qui s'ouvre dans l'urne, l'intrigue des mouvements féminins qui prennent le pays à revers. Le cœur bat plus vite, la suite va frapper. La caméra s'ouvre sur une carte, l'Amérique du Nord qui clignote comme une enseigne à gaz. Automne 1911. Dans l'air, une promesse qui sent le bois neuf, réciprocité avec les États-Unis, tarifs à baisse, blé et bois qui franchiraient la frontière comme une rivière sans écluse. On a dit que cette idée ferait de l'Ouest un paradis de silos, que les agriculteurs deviendraient princes du grain. D'autres y voient un glissement dangereux, la souveraineté canadienne rognée par l'étreinte du voisin. Dans cette tension, Robert Bordand surgit comme l'homme du « non-femme », campagne haletante, phrase mesurée, promesse d'une autonomie qui ne s'achète pas à la crier. Au soir du 21 septembre 1911, la carte se renverse, Laurier tombe, Bordand arrive. Il entre au 24 Sussex avec la raideur d'un capitaine qui sait les tempêtes à venir. Et, déjà, Laura lui emboîte le pas, pas d'enfants à ménager, pas de meubles à emballer, juste des listes, des noms, des associations féminines à prévenir, des œuvres à reconfigurer à Ottawa. C'est la plus vieille scène du monde, un couple qui change de pisse, mais ce changement-là prend les proportions d'un continent. Il faut sentir la matière des premiers mois, l'odeur de cire des bureaux, les tiroirs nouveaux, les cartes d'état-major encore vierges de cicatrices. Le Canada que Bordand reçoit n'est pas celui qu'il rendra. Ensemble, ils vont le faire passer de colonie modèle à nation qui s'affirme, avec des gestes qui paraîtront d'abord austères, puis terriblement concrets. À Ottawa, on se souvient encore de ces réunions où Bordand parle sans fioriture, il ne raconte pas des histoires, il pose des états. La marine? Laurier avait lancé un service naval canadien, Bordand veut moins d'entre deux, il propose d'envoyer de l'argent aux chantiers britanniques pour construire des dreadnoughts,
un choix qui braque l'opposition, hérisser le Sénat et finit par se fracasser sur un veto. Signal faible, pourtant décisif, l'homme n'aura pas peur des impasses quand il les juge nécessaires. On croirait voir une digue haute derrière laquelle l'eau monte, silencieuse. Quand elle cédera, la ville entière l'entendra. La digue se fissure en août 1914. Londres déclarait la guerre, et l'onde de choc traverse l'Atlantique en un télégramme. Dans les couloirs, l'air se densifie, les pas accélèrent. C'est alors qu'on découvre le style bordant, une patience d'horloger, une endurance de marbre, et cette aptitude à faire de la paperasse une arme de guerre. Des cabinets se remplissent de chiffres, des bureaux se couvrent de cartes, et Laura, loin d'être simple figurante, devient l'articulation sociale de cet appareil, salon réduit, visite aux hôpitaux militaires, levée de fonds, relais avec les conseils féminins ou long coup, où l'on pense, où on apprend à faire tenir une ville avec des absents. Sous les projecteurs, le Premier ministre, dans la coulisse, une femme qui transforme la compassion en logistique. Les biographies sont avares de phrases sur elle. Les faits, eux, sont têtus, présidente du Local Council of Women of Halifax avant. Ottawa, organisatrice infatigable, elle porte l'empreinte de ces milliers de Canadiennes qui transforment leur foyer en atelier. Leur patience en munition morale. Et l'on comprend que ces relations avec les femmes ne se mesureront ni en murmures d'alcôve ni en bouquets discrets, mais en décrets. En loi et en bulletins de vote. La machine de guerre a faim. Elle réclame des hommes, de l'acier, des billets. Les volontaires ne suffisent plus. La piste bascule. Printemps 1917, dans le cabinet, les regards se durcissent. Bordant tranche, il poussera la conscription. Le Military Service Act et prépare comme on prépare une opération lourde, en froid, articles, exemptions, procédures. Le pays se tend comme une corde. Dans les quartiers francophones du Québec, on marche, on crie, parfois on casse. Ailleurs, on serre les mâchoires et on lit les avis d'appel. Ce n'est pas une intrigue intime, c'est une déchirure nationale dont Bordant assume la couture avec les gants d'un chirurgien qui sait qu'il n'aura pas d'applaudissements. La loi passe. La crise porte un nom, conscription crisis. Elle collera à son visage comme une ombre. Et pourtant, vue à hauteur humaine, la scène n'est pas binaire, des mères supplient qu'on ramène leurs fils, d'autres exigent qu'on envoie des renforts, pour ne pas trahir ceux déjà tombent. Les femmes, encore elles, deviennent la conscience bruyante d'un choix impossible. La politique, à ce niveau, devient un jeu d'équilibre sur un fil graisse. Pour tenir, Bordant décide d'incliner le terrain. Septembre 1917, le War Team Election Act, un texte à la fois audacieux et brutal, ouvert et restrictif. Audacieux, parce qu'il ouvre, pour la première fois au fédéral, la porte du vote à certaines femmes, épouses, mères, sœurs, veuves. De soldats, brutal, parce qu'il enferme une autre, en retirant la voix à nombre de citoyens naturalistes venus d'empires ennemis. Personne ne s'y trompe, c'est une loi de guerre, une loi de calcul, mais aussi un basculement irréversible. L'urne, pour ces femmes-là, cesse d'être une abstraction. Plus loin, en 1918, l'élargissement fédéral donne le droit de vote à la plupart des Canadiennes, à l'exception marquante d'un branc. Nombre de femmes autochtones et de celles exclues par d'autres barrières, et en 1919, elles peuvent se présenter au Parlement. Il y a là une vérité qui grince, un progrès monumental et d'une heure sombre, et la figure qui le signe celle d'un homme. Réputé sans emphase, sans roman. Les militantes le savent, elles qui bataillaient depuis des décennies, la guerre a déplacé le centre de gravité et Bordant a tenu la porte entrebâillée assez longtemps pour qu'elle s'ouvre. Et voici l'image qui hante les calendriers de 1917, Halifax, 6 décembre, 9h04. Un grondement, un flash blanc, une colonne de fumée qui grimpe et retombe en pluie de verre et de charpente. Le SS Mont-Blanc, charge d'explosifs, percute le SS Imo, et le port de la ville où Bordant a grandi se disloque. 1800 morts, des milliers de blesses, des quartiers entiers raies, et la neige qui tombe ensuite sur des ruines encore chaudes. À Ottawa, Bordant est pétrifié quelques secondes, puis il active tout, secours, crédit, coordination interprovinciale, appel international. La réponse médicale elle-même devient une première, organisation de masse, triage, train sanitaire. Dans les lettres plus tard, on lira peu de lyrisme, dans les contes, on verra des lignes entières dédiées à la reconstruction. C'est aussi cela, l'amour tel qu'il sait le pratiquer,
ramener à la vie sa ville natale, par l'État, sans phrase. Pendant que le pays vacille, la politique électorale se fait volcan. Décembre 1917, élection Kaki, Bordand construit un gouvernement d'union, rallie des libéraux favorables à conscription, affronte. Laurier reste chef de l'opposition. La carte se recolore sous la pression de la guerre, majorité massive en anglais, rejet profond au Québec. C'est une victoire rugueuse, presque honteuse tant elle à coups d'amitié et de paix civile, mais une victoire nette. Et c'est ici que le récit intime se glisse, presque clandestin, ce soir-là, disait un témoin, Laura aurait éteint la radio avec lenteur. Puis pose la main sur l'épaule de Robert comme on étouffait une brûlure, un geste simple, sans phrase. Deux personnes qui comprennent qu'on sort rarement vainqueur d'une bataille fratricide. Les livres d'histoire, secs, écrivent Union Government. Les salons, eux, notent les visages. Mais l'horloge n'affiche pas que des deuils. Dans les mêmes années, Bordand pousse un autre cliquet, l'autonomie internationale. Il se bat pour que le Canada signe le traité de Versailles en son nom et siège à la Société des Nations non comme prolongement muet de l'Empire, mais comme voix propre. Ce n'est pas un dicté de protocole, c'est une respiration nouvelle, le pays change de stature, et cette mue-là, profondément politique, rejaillit sur la scène domestique. Quand vous redressez l'échine à l'étranger, vous envoyez un signal aux citoyens, y compris aux citoyennes, que leur voix, chez elles, comptera davantage. Les historiens l'écriront mieux que nous, conteurs, savons simplement que c'est à ce moment que le drapeau cesse d'être seulement un tissu. On demande souvent, et ses maîtresses ? C'est secret. C'est compromission intime. J'aimerais vous offrir un rebondissement de roman feuilleton, mais la recherche est streptococciquement claire, pas de scandale connu, pas de liaison documentée, pas de correspondance clandestine publiée. Ce silence, qui, pour d'autres, eût été un trou noir gêne, devient, chez lui, un trait de caractère public. Il n'y a pas de drame cash, alors le récit met le zoom ailleurs, sur la façon dont Laura et les réseaux féminins participent à la construction du front intérieur, sur la métamorphose d'un statut civique, sur la lente apparition de la voix des femmes dans la géographie du pouvoir. Cette absence de « peau de banane » est en soi une surprise, on s'en amuse à voix basse dans les couloirs de journaux, mais elle crédibilise la disdure. Bordand n'a connu, durant la décennie la plus décisive de sa vie, qu'une seule maîtresse, la guerre. Et c'est la plus jalouse. La guerre, justement, réclame tout, même l'impôt qui n'existait pas. En 1917, le gouvernement introduit l'Income War Tax Act, un impôt temporaire qui ne sait pas qu'il s'installera pour de bon. Imaginez la scène, un pays habitué aux droits de douane découvre la morsure d'une contribution directe. Les éditoriaux fulminent, mais la caisse de guerre ne se remplit pas avec des promesses. Ce geste, apparemment technique, est une diagonale dans notre film. Les femmes qui gèrent les budgets domestiques apprennent à faire. Avec ce nouveau trou dans l'enveloppe, elles entrent un peu plus en politique, non par tribune, mais par cuisine. Le pouvoir s'invite à table et Laura, encore, en fait l'art discret d'expliquer sans expliquer une conversation à la fois, une collecte. Une visite, un mot tendre pour les familles qui calculent à voix basse. La tension, maintenant, grimpe d'un cran, 1918, l'épidémie de grippe s'abat, l'Europe s'épuisait, les télégrammes parlent d'armistice avant Noël. Bordand se rend à Paris, découvre la diplomatie comme un théâtre où les fauteuils sont comptes. Il insiste pour que le Canada signe en son nom et pour que sa place à la future Société des Nations ne soit pas un strapontin. On pourrait croire ces débats lointains, abstraits. Ils sont, au contraire, d'une sensualité politique intense, c'est la première fois que la voix des Canadiennes, admise depuis peu dans l'isoloir fédéral, trace un écho jusque dans les couloirs de Versailles. La chaîne est claire, des femmes passent la porte de l'urbe. Un pays se reconnaît comme sujet de droit, un couple austère, reste. Sans enfants, contribue à donner au pays une maturité institutionnelle. Ce n'est pas une romance, mais c'est une filiation. Et Halifax, toujours, comme un cœur qui bat dans la poitrine de notre histoire. Les années d'après-explosion sont des années de cicatrices, yeux bandés, membres manquants, maisons reconstruites. La ville invente, avec l'aide de médecins, d'infirmières et d'administrateurs, une coordination des secours qui donne au Canada sa première grande répétition de réponse de masse. Il y a une noblesse muette dans ces journées, l'exact contraire du scandale que vous attendiez. Bordand fait ce que savent faire les gens sans panache, payer les factures,
signer les décrets, rendre des comptes. Les enfants, à Noël, recevront des cadeaux grâce à une mobilisation civile inouïe. Les trains de docteurs de Boston arrivent, les fonds se débloquent, et la neige, cette fois, tombe sur des guirlandes. Une ville apprend qu'on peut être orpheline et tenir debout. Le pays apprend que l'État peut être une main posée sur une épaule. Pendant ce temps, dans le miroir, Laura. Elle n'a pas la silhouette d'une héroïne de roman, pas de tirade répertoriée, pas de lettres flamboyantes à brandir. Elle a mieux, la constance. On la voit présider, écrire, visiter, écouter. Les témoignages convergent, amabilité femme, grâce sans mièvrerie. On l'appelle Lady Bordant, on la classe trop vite dans la catégorie épouse de. Et pourtant, si l'on regarde attentivement, on perçoit cette courbe secrète, la façon dont les femmes, par milliers, viennent à elle pour comprendre ce que trame le gouvernement, la façon dont elle, en retour, remonte à son mari l'épaisseur du quotidien. Dans un système politique encore corseté, elle joue la musique de chambre. Et si, vraiment, vous voulez une intrigue, la voici, l'intrigue de la confiance. Ce fil tendu entre les cuisines et le cabinet, entre la dentelle et le décret. C'est là que, dans les histoires d'hommes d'État, se nichent les scènes les plus humaines. Je sais, vous attendiez un visage à l'ombre d'une loge, une lettre au parfum d'iris, un rendez-vous au château Laurier après minuit. Vous vouliez de la coulisse fiévreuse. Mais l'époque a choisi un autre frisson. Celui de voir un pays passer l'épreuve du feu avec, à sa tête, un homme qui ne danse pas. Celui de voir des femmes franchir un seuil, pas toutes, pas tout de suite, pas parfaitement, et faire de l'isoloir meuble familier. Celui d'une ville qui explose et d'un État qui tient parole. L'émotion n'est pas moins vive, elle est d'une autre couleur. Et, scène après scène, Bordant et Laura restent les mêmes, lui, dos droit, phrase droite, elle, sourire clair, geste net. On n'a pas trouvé de maîtresse. Très bien. On a trouvé mieux, la preuve qu'on peut gouverner dans la tempête sans se dissoudre, et aimer sans bruit pendant que le monde hurle. La dernière image de cette séquence, je vous la propose sans violon, un soir de 1919, Ottawa redescend vers la rivière, la lumière. Bleuies, les fenêtres du Parlement deviennent des braises carrées. Bordant rentre tard, l'armistice signe depuis des mois, le pays encore couvert de soldats en convalescence, d'usines à reconvertir, de budget à éponger. À Pinurs, quand ils y reviennent, les pins ont grandi, le vent fait sa chanson. Laura lui tend une tasse de œufs. Il parle peu. Il sait qu'il faudra continuer, l'impôt de guerre qui s'éternisait, les blessures invisibles, les votes féminins qui dessinent déjà les campagnes à venir. Le roman, ici, n'a rien d'un feu d'artifice. C'est une braise qui tient et qui chauffe longtemps. Paris, hiver 1919. Des nuées d'uniformes, des tailleurs sombres, des carnets noircis comme des champs après l'orage. Dans le dédale du quai d'Orsay, les secrétaires distribuent des piles de télégrammes encore humides d'encre, les huissiers glissent. Comme des ombres, et un petit pays du nord de l'Atlantique s'assoit, pour la première fois, à une table qui n'était pas taillée pour lui. On l'appelle Dominion, on l'imagine encore accroche à la Manche de Londres, mais Robert Bordant est venu dire autre chose. Il ne tonne pas. Il avance des phrases taillées au cordeau, la saignée du corps canadien, la maturité acquise au feu, la logique d'un siège distinct. Longtemps, on lui oppose une politesse faible, on craint, côté américain surtout, que ses voix dominioniennes ne soient que des votes britanniques en doublon. Bordant insiste, avec son entêtement minéral. Oui, le Canada a perdu moins d'hommes que les États-Unis en valeur absolue, mais proportionnellement, la facture est vertigineuse. Il demande un strapontin, on lui en fait un siècle. Et lorsque la signature du traité de Versailles tombe, elle ne s'inscrit pas seulement sous l'Union Jacques, le Canada signe en son nom, et obtient sa place à la Société des Nations. Dans le vacarme des plénipotentiaires, c'est une révolution silencieuse, une patrie adolescente qui, d'un coup, parle d'égal à égal. L'image est forte, mais regardez le hors-champ. Dans la poche intérieure de sa redingote, Bordant garde des notes sèches, dans un appartement discret. Laura plie et déplie des programmes. S'informe des hôpitaux de convalescence à Ottawa, collecte, répond, oriente. Elle n'est pas à Paris, mais tout ce qu'ils ont bâti ensemble, cette hygiène de l'action, ce refus du théâtre, infiltre la délégation. Quand Bordant, par principe, boude la séance d'ouverture parce qu'on a place avant lui le représentant de la petite Terre-Neuve, c'est
Exactement le genre de geste qui dit sans hurler, nous ne serons plus traites en enfants. Et derrière cette raideur, il y a la patience longue d'un couple qui, depuis 30 ans, préfère l'efficacité aux effets. Il faut maintenant entendre le bruit de fond du pays. 1919, c'est l'après-coup, usine saturée, homme casse revenu du front, famille rétrécie autour d'une chaise vide, prix qui flambe, salaires qui ne suivent pas. Et monte, dans les villes ouvrières, une fièvre qui trouvera son épicentre à Winnipeg, la grève générale. Affiches arrachées, tramway immobilise, meeting dans les parcs, syndicalistes qualifient de « rouge » par la presse conservatrice. Le cabinet Bordant, tenaille entre l'angoisse d'une contagion bolchevique et l'exigence d'ordre public, serre la vis, on étend les pouvoirs de l'État, on modifie la loi d'immigration, juin 1919, pour permettre des expulsions plus faciles des éléments subversifs. On autorise l'usage de la force. Les meneurs sont arrêtés, les journées virent sable mouvant, et elles, ordre, l'emportent, mais à quel prix symbolique. On a souvent résumé Bordant à la guerre, il faut ajouter ce chapitre de l'après-guerre, rugueux, où la peur sociale et la fermeté gouvernementale se nouent. Ce n'est pas une coulisse d'alcôve, c'est une coulisse de commissariat. L'histoire intime d'un pays passe parfois par des paragraphes rugueux du journal officiel. Dans les cuisines, les femmes comptent les pièces, resserrent les budgets, se heurtent à une autre invention, temporaire, qui ne elle. Et déjà plus, l'impôt sur le revenu, introduit en 1917 pour nourrir la machine de guerre et qui s'installe comme un meuble trop lourd pour qu'on le sorte par la porte. On peut presque filmer la scène, un carnet pose sur une table, des colonnes au crayon, un soupir quand la ligne du bas passe au rouge. Income War Tax Act avait promis qu'on y reviendrait après la guerre, l'après-guerre découvre qu'un État moderne ne dénouait pas si aisément ses propres nœuds. Du cabinet de Bordant à l'armoire de cuisine, c'est le même geste, apprendre à vivre avec le coût des décisions prises au front. Ça ne fait pas de belles manchettes, ça change une société. Et lui, Robert? Il vieillit à vue d'œil. Le visage se creuse, la moustache blanchit, l'allure reste droite mais les pauses s'allongent. On finit par deviner l'usure, la conscription arrachée au pays comme une dent, Halifax pulvérisé puis relevé pierre à pierre, elle. Élection kaki gagnée à coups de cicatrices, la signature de Versailles emportée comme un pont, et, derrière, ces centaines de lettres. De veuves et de mères, ces yeux qui vous demandent plus que des mots. La biographie officielle dirait, poids de l'État, poids de la guerre. Le roman que nous écrivons vous dit autre chose, le poids de ce qui n'a pas été écrit. Laura le sait, elle place une tasse de œufs, une main sur l'épaule, elle ménage les silences comme on règle la lumière d'une pisse après l'orage. On ne trouvera pas de billets fiévreux ou d'hôtels de passe dans leur histoire, on trouvera ces gestes-là, pauvres en archives, riches en vérité. Sur la rive bleue d'Ottawa, au printemps 1920, un pays souffle, et son chef décide enfin de déposer le fardeau. Robert Bordant remet les clés. Ni déroute, ni scandale, épuisement lucide. L'union est confiée à Arthur Meighen, héritier de la ligne dure, qui prend la suite un 10 juillet couleur de fer. Bordant sort de scène sans fracas, comme il y était entre. Il a conduit le Canada d'une dépendance polie à une autonomie assumée, il a payé en rides, en ennemi politique, en quelques illusions cassées. Il rentre chez lui, ce chez lui qui n'est plus Halifax mais ce mélange d'archives, de conseils d'administration et de jardins où l'on réapprend à respirer. Cette retraite n'est pas une disparition. Le vieil avocat trouve une seconde vie dans l'institutionnel, président de compagnie, homme de conseil, présence tutélaire dans le paysage intellectuel. Surtout, honneur discret et parlant, chancelier de Queen's University à partir de 1924. Titre presque monacal, rôle silencieux mais réel, parrainer des promotions, donner du poids à un campus qui rêve d'amplitude, arrimer la mémoire à l'avenir. C'est la position idéale pour un homme qui a toujours préféré les charpentes aux façades. On ne gouverne plus, on transmet. Et ce passage de la salle des cartes au quadrillage d'un campus en dit long, quand on a tenu tête aux empires à Paris, il y a une noblesse à discuter bourse et bibliothèque. Je sais, vous attendez encore un secret, un faux pas, une lettre perdue. C'est maintenant que le récit prend sa torsion la plus singulière. Plus les années passent, plus l'ombre d'un scandale aurait eu matière à pousser, or rien ne pousse. Les grandes synthèses, les notices académiques, les biographies lourdes comme des pierres tombales, aucune maîtresse, aucune liaison. Documenté, aucun enfant cache.
Dans un siècle qui adore les chutes spectaculaires, l'absence de chute devient, chez Bordan, un coup de théâtre à l'envers. Voilà un homme public dont le prive n'a pas implose. On peut sourire, on ferait mieux d'écouter la leçon implicite, il existe des tragédies sans adultère, des drames sans alcôve. Chez lui, elle s'appelle conscription, impôt, grève, explosion. Et la liaison, qui dévorait tout s'appelle le Canada. Pendant ce temps, Laura continue, c'est-à-dire qu'elle tient. Ce verbe modeste est le plus beau. Elle tient l'agenda, les amitiés, les causes. Elle vieillit elle aussi, ses cheveux blanchissent comme la moustache de Robert, son pas ralenti, mais son œil demeure vif. Des portraits d'elle subsistent, raides et sobres, qui ne disent rien de la chaleur que les témoignages lui prêtent, amabilité ferme. Humour de salon, compassion méthodique. Elle la dirige des conseils de femmes, elle en garde l'ossature d'une chef qui sait encore mettre 2 ou 3 pièces d'or dans la bonne tirelire et la bonne parole dans la bonne oreille. Lorsqu'on la croise à Ottawa dans les années 1920-1930, on salue Lady Bordan, ce titre de 1914 qu'elle porte sans l'agiter. Et l'on se fiche de savoir qu'il n'y a pas de cour clandestine. La sienne est une cour d'infirmières, de bénévoles, d'enseignantes, de veuves. Le pays qu'elle a aide, par capillarité, la salue à son tour lorsqu'elle s'éteint en 1940, aux côtes de celui qu'elle aura épaule. Comme peu de conjoints d'hommes d'État. Revenons un instant au port qui a fait de lui un homme. Halifax ne sort pas d'une explosion comme on sort d'une salle. On reconstruit, on recense les morts, on polit les plaques, on ouvre des archives. Les listes gravent jusqu'au prénom, les commissions consignent les minutes, les médecins écrivent des rapports sur l'impossible. Le gouvernement Bordan, qui avait promis de penser et de reconstruire, a laisse des chiffres et des actes derrière les formules. Et, des décennies plus tard, les livres de mémoire de la Nouvelle-Écosse continuent d'inscrire, ligne après ligne, la litanie des disparus. C'est une fidélité d'État, donc la plus impersonnelle, mais quand la mort a tout emporte, cette impersonnalité-là devient une tendresse. La tendresse, chez Bordan, a souvent pris le visage de la tenue administrative. Et puis il y a cette autre fidélité, celle qui relie l'isoloir ouvert aux femmes en 1917-1918 aux auditoires de Queens, aux réunions d'associations, à ces anonymes qui découvrent que leur voix compte. J'insiste, loin de nous la géographie. Le Wartim Election Act fut une pisse retorse, audacieuse et brutale à la fois, un levier électoral, une brèche historique. Mais les brèches, une fois ouvertes, font leur travail de temps. Elles laissent passer l'air. Quand en 1919 on autorise les Canadiennes à se porter candidates, quand le fédéral généralisait enfin le droit de vote en 1918, ce ne sont pas des concessions romantiques à une muse, ce sont des décisions froides dont les conséquences, elles, sont brûlantes. Et si l'on tient absolument à parler de ses relations avec les femmes, voilà la formule honnête, Bordan n'a pas passionné les salons. Il a déplacé les cloisons. Les années s'écoulent, et le vieil homme retrouve les plaisirs secs des bibliothèques. On l'invite à prendre la parole ici ou là, il parle peu, juste. Une dernière fois, on le voit à Washington, à la conférence navale, silhouette connue parmi les médailles neuves, puis le temps étiré ces après-midi. On raconte qu'il répondait encore à Lloyd George, l'amitié épistolaire des vieilles chevauchées, qu'il s'occupait d'un jardin sauvage, qu'il jouait un peu au golf. La vie redevient un exercice de lenteur. Et pourtant, si vous tendez l'oreille, vous entendrez encore Halifax respirer, Versailles bruire, Winnipeg gronder, Ottawa halter. Tous ces paysages intérieurs qui ne l'ont jamais quitté. En juin 1937, il s'éteint à Ottawa, des milliers d'anciens combattants bordent le cortège. La pierre au cimetière de Beechwood est simple, juste une croix. On dirait un point final écrit sans emphase. Mais dans les marges, le texte continue, université, loi, impôt, urne, archives et cette femme, Laura, qui s'éteindra à son tour 3 ans plus tard, pour aller dormir à ses côtes. C'est peut-être cela, l'ultime image, 2 vies posées côte à côte, sans légende superflue. Alors, où est la tension, me direz-vous, si l'on revient toujours à la sobriété? Elle est dans l'écart entre ce que le spectacle réclame, un adultère, une intrigue parfumée, un chantage, et ce que l'histoire fournit. Une suite de décisions qui engagent des millions de corps, des milliers de tables de cuisine, des villes entières. Le romanesque, ici, n'est pas un visage derrière un rideau, c'est un pays derrière une porte qu'on ouvre. Il y a des drames sans héroïne, et des amours sans roman, et c'est ce paradoxe,
fil d'une main ferme, qui donne à Bordant son épaisseur. Si ses relations avec les femmes n'ont pas l'éclat d'un bal, elles ont la gravité d'un bulletin de vote. Si sa biographie n'a pas de duel d'oreiller, elle a des combats de papier timbre qui changent la vie des vivantes. Et, au centre, une femme sans phrase inutile, qui a tenu la lampe pendant que l'homme avançait dans la nuit. Imaginez une maison un peu à l'écart, pas vraiment cachée, plutôt retirée, des parquets qui grincent comme de vieilles confidences. Des fenêtres hautes qui découpent des rectangles de ciel, des livres alignés au cordeau. On appelle ce refuge Pinhurst, et c'est moins une demeure qu'une couture, la jointure entre la vie publique usée jusqu'à la corde. Et l'intime qui consent, enfin, à respirer. Robert s'y tient droit, les épaules un peu rentrées, avec cette façon qu'il a toujours eu de s'asseoir comme on monte la garde. Laura circule, s'arrête, replace une tasse, ajuste une fleur. On s'imagine volontiers la scène, parce que tout le reste l'a préparé, 20 ans de gestes utiles, 10 ans d'une guerre qui arrache. Des morceaux de lui et de son pays, puis le lent atterrissage d'un homme d'État dans la banalité tant désirée d'une fin d'après-midi. Mais la banalité, chez eux, n'est jamais vide. Elle est pleine de ces courants qui vous traversent encore longtemps après l'orage. Il suffit que Robert ouvre un classeur, et des noms reviennent, Ypres, Somme, Vimy. Il suffit qu'il lève les yeux sur une photographie où on voit un alignement de lits d'hôpital, et le Canada entier repasse, là. Réciprocité refusée, les Dreadnoughts, le télégramme d'août 1914, l'explosion du 6 décembre, l'élection kaki, l'armistice à Paris. Un pays tient sur une table, comme une géométrie fragile. La tension, ici, n'est plus celle des décisions instantanées, mais celle de l'inventaire, comment vivre avec ce qui a été fait. Comment vivre, surtout, avec ce qui n'a pas été fait autrement. Il faut prendre le temps de regarder cet homme qui vieillit en bordure de ses propres archives. Il ne devient ni cynique ni apaise, il devient exact. C'est-à-dire qu'il se réconciliait avec la précision. Il revoit les années en dossier plutôt qu'en regret, celui de la conscription, impossible et pourtant nécessaire pour lui, celui du vote des femmes, mélange de calculs de guerre et de bascules irréversibles, celui de l'impôt, temporaire, comme le sont les habitudes qu'on garde toute une vie. Il classerait presque sa propre légende si Laura ne veillait pas à ce qu'il demeure vivant. C'est elle qui, sans phrase, le maintien du code des visages, des veuves croisées, des infirmières remerciées, des présidences des associations féminines qui changent la vie des anonymes. Elle est la main qui empêchait l'homme d'État de devenir uniquement un conservateur de musée. Voilà pourquoi ses relations avec les femmes n'achèvent pas ici en queue de poisson. Elles se reforment, autrement. Il y a toujours Laura, certes, et sa constance qui ressemble à une vertu d'atelier. Mais il y a aussi ces cohortes de femmes à qui l'on a enfin ouvert l'isoloir et qui, soudain, participent. Les récits officiels aiment les dates et les décrets, la vie est les acclimatations lentes. Dans les rues d'Ottawa, dans les cuisines de la Saskatchewan, dans les écoles du Nouveau-Brunswick, la politique féminine ne déploie pas un drapeau, elle adopte un rythme. On vote, puis on revote. On lit les programmes. On s'organise. Les réunions d'associations, qui longtemps avaient servi de paravent social, deviennent des sas politiques. La conquête n'a pas la flamboyance des barricades, elle a la ténacité des marches du samedi. Si l'on cherche un frisson, qu'on regarde là, dans cette manière qu'ont des milliers de femmes d'inscrire leur voix dans la régularité. Même du pays, jusqu'à rendre le geste évident. Rien, en politique, n'est plus révolutionnaire que l'évidence. Et de cette évidence-là, Robert prend la mesure. Il n'est pas dupe de l'histoire accommodante qu'il aurait fait, père du suffrage féminin, par pure vertu, il sait que la guerre a accéléré, que les calculs ont pèse, que les exclusions des autochtones, de bien des femmes racisées, ont durablement entaillé le récit. Il sait aussi que l'irréversible a des manières timides, il ne frappe pas à la porte, il s'installe. À Queen's University, où l'on l'a choisi comme chancelier, il regarde les promotions défiler, il y aperçoit des silhouettes féminines. Qui n'aurait pas été là 10 ans plus tôt, ou pas ainsi. Le pays apprend à poser ses yeux sur des scènes qui, hier, auraient paru étranges. Ce n'est pas spectaculaire, c'est profond. L'anticlimax devient l'émotion centrale, l'égalité gagne sans fanfare, par addition patiente de normalité nouvelle. À mesure que cette normalité s'enracine, la biographie prend un tour méditatif. L'homme est revenu des tribunes, mais il n'est pas sorti du monde. Il accepte des présidences, rédiger des rapports,
reçoit des étudiants, répond à des lettres dont la politesse est tranchante. Il fréquentait le jardin comme un dossier, la promenade comme un conseil des ministres sans paperasse. La ville le salue sans empressement, respect, distance, un peu de reconnaissance. De temps en temps, un journaliste vient chercher un mot sur la crise du moment. Robert ne donne jamais ce que l'on veut entendre. Il offre ce qu'il a en propre, une propreté de phrase, un refus des effets. Il n'a jamais su ni voulu être aimable à crédit. C'est ici que la dramaturgie bascule une dernière fois. Car l'on pourrait croire que, prive d'un grand amour illégitime, notre récit s'éteindrait en grisaille. C'est l'inverse. Le manque de scandale, à force de persister, devient une énigme qui attire. Pourquoi rien n'a-t-il fuite? Parce qu'il n'y avait rien. Sans doute. Parce que l'époque, au Canada, ne fabriquait pas encore de mythologie pornographique autour de chaque cabinet. Peut-être. Parce que Laura, surtout, fut ce type d'intelligence qui rend inutile la diversion, une partenaire à la fois exigeante et accueillante. Dont l'existence même calait l'équilibre du couple. Les vies trop solides ne laissent pas de place à l'effondrement spectaculaire. Elles appellent autre chose, une lecture lente, patiente, qui détectait la chaleur sous l'apparente froideur. C'est cette chaleur qu'il faut saisir, sinon l'on rate le roman bordant. Et puis il y a la mémoire collective, cette amante tardive et capricieuse. On connaît les pièges, elle adore les silhouettes flamboyantes, se méfie des tempéraments opaques, fige les photos en clichés moraux. Bordant, dans ce miroir, paie le prix de sa sobriété, on se souvient de lui comme d'un gestionnaire de guerre, d'un autoritaire rationnel. D'un premier ministre, de papier timbre. Pourtant, si l'on tend l'oreille, on perçoit autre chose, la respiration d'un pays qui découvre son propre poids, la mise au monde. D'un État qui ne se contente plus d'être l'agence locale de l'Empire, l'irruption de la voix des femmes dans l'architecture fédérale. Les archives l'énoncent froidement, la narration, elle, peut donner de la chair à ce froid. Bordant n'est pas un torero, c'est un bâtisseur. Son harem n'est pas la rumeur, c'est le texte de loi. Et ses relations avec les femmes n'ont pas pour décor un balcon, elles ont pour décor l'urne. Ce n'est pas une pirouette rhétorique, c'est un déplacement de lumière. On voulait un visage dans l'ombre d'une loge, on trouve des milliers de regards devant un isoloir. On cherchait des lettres enfiévrées, on découvre des bulletins plis, déposés, dépouillés. On espérait un chantage, on tombe sur une transformation. Et l'on comprend, alors, que la tension de ce récit tenait moins à l'éventualité d'un scandale qu'à l'épaisseur d'une époque, la Première Guerre mondiale qui décimait et politise, le féminisme qui se fera un chemin, les villes qui explosent et se rebâtissent. L'économie qui se dote d'impôts durables, les grèves qui signent l'entrée du social dans le lexique canadien. Au centre, un couple dont l'allure sage masquait la capacité à encaisser l'extrême. Je voudrais, avant de refermer, offrir 3 images serrées comme des plans fixes. La première, une salle d'audience vide, un soir d'hiver. Une ampoule nue, la poussière qui danse, des bancs de bois. On entend le pas de Robert, plus lent qu'autrefois, qui vient s'asseoir à la barre, pas pour plaider, pour se souvenir. Il pose la main sur le bois, comme on prend le pouls d'un pays. Il sait qu'il n'est pas aime comme le sont les tribuns, ni admire comme le sont les conquérants. Il est tenu, mot modeste et immense. Tenir, c'est maintenir l'habitable au cœur de l'orage. Il a tenu. La deuxième, une salle paroissiale, table pliante, théière, gâteau simple, rire franc. C'est un après-midi quelconque des années 1920. Laura s'est levée pour dire quelques mots, pas un discours, un remerciement. Elle salue les doigts qui cousent, les esprits qui organisent, les patientes qui font tenir la ville ensemble. Elle a ce sourire qui n'exige rien et reçoit tout. Elle sait que ce théâtre-là n'a pas de premier rôle, elle en a fait son royaume. La troisième, un cimetière, l'herbe haute, un ciel pâle. Beechwood. Une pierre simple, une croix, un nom. Pas de relief, pas d'enjolivure. 2 dates. Les dates, toujours, sont cruelles, parce qu'elles réduisent tout au minimum. Mais il suffit de prononcer doucement ces années, et l'excédent afflue, Halifax, Ottawa, Paris, Winnipeg, et tous ces prénoms oublient. 2 femmes surtout, qui ont fait basculer la pesée du monde sans qu'on mette leur portrait dans les manuels. Le silence, ici, n'est pas une absence, c'est un respect. Alors, oui, si l'on tient à classer, on dira, avocat prodige sans diplômé universitaire,
Premier ministre de guerre, artisan de autonomie extérieure, signataire distinct à Versailles, introducteur d'un impôt provisoire, devenu ossature fiscale, initiateur paradoxal de l'entrée des femmes dans l'isoloir fédéral, adversaire impavide des grèves qu'il redoutait, et homme sans scandale. Mais si l'on veut comprendre, on dira autre chose. Robert et Laura Bordan ont habité la difficulté comme on habite une maison solide. Ils ont aiment sans procès-verbal, gouvernent sans théâtre, transforment sans fanfare. L'intrigue n'était pas dans un lit, elle était partout où des vies basculaient. Et voici le dernier resserrement, le contraste qui ouvrait notre récit se referme comme un étui. On avait promis un homme sépia, plante au milieu d'une tempête. Nous avons traversé la tempête, et l'homme n'a pas bouge, pas d'éclat, pas d'aveu, pas de bruit de coulisses. Mais autour de lui, tout a changé. Un pays s'est découvert sujet, des femmes ont franchi une porte, une ville pulvérisée a été relevée. Un impôt a pris racine, une grève a laissé une cicatrice. Le roman, ici, n'était pas dans l'homme, il était dans le pays, et l'homme servait de boussole immobile. On aime croire que l'histoire est faite par des gestes somptueux. Parfois, elle est tenue par des phrases droites, par des mains qui ne tremblent pas, par un amour qui ne se raconte pas. Si l'on devait choisir une dernière phrase à dire, à voix basse, dans la piste revenue au silence, ce serait peut-être celle-ci, il n'a pas trahi. Il a déçu, blesse, heurte, comment ne pas l'avoir fait? Mais il n'a pas trahi. Ni sa femme, ni son pays, ni l'idée qu'il se faisait de la responsabilité. Cette fidélité, qui semble presque démodée aujourd'hui, fut sa grandeur. Et c'est elle, paradoxalement, qui donne à son histoire la charge émotionnelle que l'on n'attendait pas, au bout du compte, la sobriété. Bouleverse plus sûrement que les flamboyances.